Le système financier indépendant, un nouveau front. En 1837, quand Martin Van Buren, le successeur et dauphin du président Jackson, entre à la Maison-Blanche, son plus grand défi est de trouver comment surmonter la grave crise politique due au resserrement monétaire provoqué par les banquiers internationaux. Van Buren riposte du tac au tac en créant une trésorerie indépendante pour extraire les fonds de l'État des banques privées et les conserver dans son propre système. Les historiens appellent cela le divorce de la finance et des banques. Le système de trésorerie indépendante est apparu à la même période où le président Jackson s'opposa à la prorogation de la seconde banque, puis ordonna que l'argent du gouvernement soit retiré des banques pour être transféré dans des banques d'État. Le bon sens aurait voulu qu'après avoir échappé aux griffes des Rothschild, la banque d'État se montrât économe. Or, l'argent du gouvernement fut utilisé comme réserve pour souscrire des crédits et spéculer, ce qui est l'une des causes du crash de 1837. La proposition de Martin Van Buren de dissocier l'argent de l'État des systèmes financiers avait bien sûr pour finalité de protéger les fonds publics et d'en finir avec les abus d'un grand nombre de banques qui utilisaient les impôts du peuple pour accorder des prêts spéculatifs. Une autre caractéristique de la trésorerie indépendante est que toute la monnaie qui passe par ce système doit être obligatoirement de l'or ou de l'argent, offrant ainsi un point d'appui à la régulation monétaire dans le pays et un contrôle des banques sur son émission. Sur le long terme, c'est une bonne idée. Cependant, à court terme, elle fit exploser la crise du crédit et affecta de nombreuses banques et attisa l'incendie qui frappait la seconde banque. La crise devint incontrôlable. Henry Clay joua un rôle crucial dans ce processus. Il était l'héritier de l'idéologie de Hamilton et de sa banque privée. Son éloquence, ses réflexions rigoureuses et assez provocatrices en faisaient le chouchou des banquiers. Il s'entoura d'un groupe de personnes qui soutenaient les banquiers et créa le parti Whig. Ce parti était fermement opposé à la politique bancaire de Jackson et s'engagea dans la restauration du système de banque centrale privée. En 1840, lors des présidentielles, le parti Whig proposa comme candidat le héros de guerre William Henry Harrison. La crise économique donna aux gens des envies de changement et Harrison fut élu le 9e président des États-Unis. Henry Clay, le chef du parti Whig, se mit en tête de donner des leçons de gouvernance à Harrison. Après son élection, une controverse éclata entre les deux hommes. Henry Clay convoqua le président chez lui à Lexington et Harrison s'en rendit de bonne grâce. Ils se quittèrent dans un profond désaccord sur les questions liées à la banque d'État ou à l'indépendance du Trésor. Pensant pouvoir régenter les choses, Henry Clay trouva quelqu'un pour écrire le discours inaugural de Harrison, mais sans solliciter l'accord de ce dernier. Harrison refusa car il avait déjà rédigé personnellement plus de 8000 mots. Dans ce discours qui élaborait les idées du gouvernement à venir, il s'opposait vigoureusement aux vues d'Henry Clay sur l'abolition d'indépendance du Trésor au bénéfice des intérêts de la banque centrale privée. Les banquiers avaient un nouvel ennemi. Le 4 mars 1841, fut une froide journée et William Harrison prononça son discours sous un vent glacial. Il en tomba malade. Pour un homme avec un passé militaire comme Harrison, cela ne devait pas être un problème. Mais sa maladie s'aggrava étrangement et il décéda subitement le 4 avril. Le président Harrison, qui venait juste d'être élu et qui s'était attelé à de grands projets, mourait d'un coup de froid alors qu'un mois plus tôt il était en pleine forme. Certains historiens pensent qu'il fut empoisonné à l'arsenic blanc, probablement administré le 30 mars, et qu'il en périt 6 jours plus tard. Après la mort du président Harrison, les luttes s'intensifièrent autour de la banque centrale privée et de l'indépendance du Trésor. En 1841, Henry Clay proposa par 2 fois de restaurer la banque centrale et de supprimer l'indépendance du Trésor. Le successeur de Harrison, le vice-président John Tyler, lui opposa son veto. Henry Clay l'exclut du parti Whig. John Tyler fut non seulement le premier président des États-Unis à n'avoir pas été élu, en outre, il n'appartenait plus à aucun parti politique. En 1849, un autre président Whig est élu, Zachary Taylor, et l'espoir de restaurer la banque centrale semble à portée de main. Créer une banque centrale privée entièrement soumise, sur le modèle de la Banque d'Angleterre, était le plus grand rêve de l'establishment bancaire qui pouvait ainsi décider entièrement du sort du pays et du peuple. Ayant retenu la leçon de Harrison, Taylor parvint à maintenir le flou sur la question de la banque centrale. D'une grande méfiance, il voulait éviter de devenir la marionnette d'Henry Clay. L'historien Holt rapporte ces mots de Taylor. « L'idée d'une création d'une banque centrale est morte, et je n'en tiendrai pas compte pendant mon mandat. » Pour autant, il n'en résulta pas la mort de la banque centrale, mais bien celle du président Taylor lui-même. Le 4 juillet 1850, il assistait aux célébrations de la fête nationale devant le Washington Monument. C'était une journée très chaude et Taylor buvait du lait frappé et mangeait quelques cerises.
Il ressentit des douleurs à l'estomac et, le 9 juillet, le président à la santé habituellement robuste mourut à son tour mystérieusement. Ainsi, 2 présidents issus des rangs de l'armée décédèrent de maladies aussi soudaines qu'étranges. Cela attira évidemment l'attention des historiens qui en discutèrent pendant 100 ans. En 1991, avec l'accord des descendants du président Taylor, des restes furent exhumés, des ongles et des cheveux soumis à des tests en laboratoire et on y découvrit bien sûr de l'arsenic. Mais les autorités déclarèrent qu'une petite quantité d'arsenic n'avait pu être fatale et clore le débat. On ne connut jamais la provenance de l'arsenic découvert dans le corps du président. Comment un coup des banques internationales provoqua la panique de 1857 ? La fermeture de la seconde banque en 1836 conduisit à une intervention soudaine des banquiers internationaux et porta un rude coup à la monnaie métallique en circulation aux États-Unis. Il s'ensuivit une grave crise économique qui dura 5 ans. Bien qu'en 1841, un agent des banquiers internationaux eût tenté à 2 reprises de restaurer le système de banque centrale privée, il n'y parvint pas. Les 2 parties se trouvaient dans une impasse et il fallut attendre 1848 pour que la santé économique du pays s'améliore. La sortie de crise vint non pas d'une soudaine bienveillance des banquiers, mais de la découverte d'une grande mine d'or à San Francisco. À partir de 1848, le pays connut une croissance sans précédent de production d'or qui dura 9 ans. La Californie produisait à elle seule 500 millions de dollars de pièces d'or. En 1851, l'Australie découvrait également un grand nombre de mines d'or, et la production mondiale de l'or, qui représentait 144 millions de shillings en 1851, passa à 376 millions en 1861. La monnaie en circulation à l'intérieur du pays passa, elle, de 83 à 253 millions de dollars entre 1840 et 1860. La découverte de mines d'or aux États-Unis et en Australie brisa le contrôle absolu des financiers européens sur l'or. Le gouvernement américain poussa un long soupir de soulagement. Une offre importante de monnaie améliora grandement la confiance des marchés et les banques recommencèrent à accorder massivement des crédits. Beaucoup d'industries d'importance, mines, transports, production de machines, etc. furent fondées pendant ces années dorées. Les banques internationales prirent très tôt des contre-mesures, le contrôle des finances et leur dissociation intégrale vis-à-vis du monde politique. Bien avant la fin de la crise, elles avaient déjà entrepris d'acheter à bas prix des actifs américains de qualité. En 1853, quand l'économie américaine était florissante, les capitaux étrangers, notamment britanniques, possédaient déjà 46% de la dette publique du gouvernement fédéral, 58% des obligations d'État, 26% des obligations de chemin de fer américains, et elles bridaient à nouveau l'économie américaine. Une fois en place, la banque centrale privée devait permettre aux banquiers de contrôler l'économie américaine tout comme ils contrôlaient déjà celle d'autres pays en Europe. Dans ces années-là, les banquiers internationaux firent à nouveau preuve d'une grande habileté stratégique en accordant des crédits tous azimuts. Ainsi, travailleurs et entreprises déployèrent tous leurs efforts pour créer de la richesse. Mais plusieurs événements simultanés allaient mettre un frein au développement. L'effondrement du marché céréalier, la faillite soudaine de l'Ohio Life and Trust, qui avait enregistré une perte de 5 millions de dollars à la suite de malversations de ses dirigeants, et le ralentissement économique en Europe. S'ensuivit une panique financière. Chute de la bourse, faillite d'entreprises et de nombreuses banques, etc. C'est à ce moment que les banquiers internationaux firent leur moisson. Quand ils estimèrent que la saison des récoltes était arrivée, la Banque d'Angleterre, synonyme de Rothschild, et ses agents placés aux États-Unis commencèrent à resserrer drastiquement le crédit, provoquant la panique de 1857. Mais à leur grande surprise, contrairement à la crise survenue 20 ans plus tôt, celle de 1857 toucha à peine l'économie américaine réelle, qui fut relancée en l'espace d'un an seulement. Constatant que les États-Unis étaient de plus en plus forts et que leurs finances étaient de plus en plus difficiles à manipuler, ils décidèrent de provoquer une guerre civile. Diviser les États-Unis devint la priorité numéro 1. Les puissances financières internationales d'Europe à l'origine de la guerre de sécession. Comme nous l'avons évoqué dans le préambule de ce chapitre, l'histoire économique des États-Unis est emplie de zones d'ombre et d'interventions occultes. La guerre civile est sans aucun doute la plus grande guerre intérieure de l'histoire des États-Unis. Cette guerre sanglante dura 4 ans, 3 millions de personnes y participèrent, soit 10% de la population totale, et 600 000 y trouvèrent la mort. Il y eut évidemment d'innombrables blessés et une quantité de biens détruits. Le traumatisme perdure toujours après plus de 140 ans. De nos jours, la plupart des débats sur la guerre de sécession se concentrent sur la dimension humaniste de l'abolition de l'esclavage en tant que question morale et de justice. Comme le souligne Sidney Alstom, s'il n'y avait pas eu l'esclavage, il n'y aurait pas eu de guerre, et s'il n'y avait pas eu de condamnation morale de l'esclavage, il n'y aurait pas eu de guerre. Pourtant, nous savons aujourd'hui qu'au milieu du 19e
Pourtant, nous savons aujourd'hui qu'au milieu du XIXe siècle, les débats autour de l'esclavage concernaient d'abord les intérêts économiques bien avant les questions de morale. À l'époque, le pilier de l'économie sudiste est l'esclavage pour la culture du coton. En cas d'abolition, les agriculteurs craignaient de devoir verser aux nouveaux affranchis un salaire correspondant au tarif du marché, ce qui aurait eu pour conséquence directe la mise à mort du secteur car ils se seraient retrouvés devoir travailler à perte. Toute la structure socio-économique aurait été vouée à l'effondrement. Si l'on considère que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, les conflits d'intérêts économiques se mesurent à la lumière de la politique. Cet affrontement fit remonter à la surface les divergences d'intérêts économiques entre le Nord et le Sud. Mais c'est l'essence même de la stratégie des puissances financières internationales vis-à-vis des jeunes États-Unis d'Amérique qu'il nous faut analyser. Diviser pour mieux régner. Bismarck ne déclarait-il pas: il ne fait aucun doute que la division des États-Unis en deux forces fédérales égales fut décidée bien longtemps avant la guerre civile par les puissances financières de l'Europe. Il ne fait aucun doute que la division des États-Unis en deux forces fédérales égales fut décidée bien avant la guerre civile par des puissances financières d'Europe. En fait, les banquiers de l'axe Londres-Paris-Francfort se tenaient dans les coulisses de la guerre de sécession. En vue de provoquer la guerre civile, ils établirent une planification à long terme détaillée et minutieuse. Après la guerre d'indépendance, l'industrie anglaise du textile et les esclavages du Sud avaient tissé des liens commerciaux étroits. Les financiers européens y virent une opportunité, une porte d'entrée pour la guerre. Les agents des financiers britanniques s'étant habilement infiltrés partout où ils le pouvaient, ils planifièrent avec les gouvernements locaux de se détacher du système fédéral et de diffuser de fausses informations. Leur stratégie, vieille comme le monde, consista à instrumentaliser les conflits d'intérêts économiques entre le Nord et le Sud sur la question de l'esclavage, en renforçant, en stimulant et en amplifiant les antagonismes, de sorte à exacerber ce problème qui n'était pourtant pas si clivant à l'origine dans l'esprit du peuple américain. Pire, pour défendre les intérêts économiques, ils réussirent à catalyser un conflit moral de premier plan autour de la question de l'esclavage. Les banquiers étaient donc très bien préparés et attendaient que la guerre éclate. Ils prirent même des paris pendant la durée des combats, s'engraissèrent à l'envi sur la dette générée par le prix des rations des soldats. Un banquet des plus somptueux pour les banquiers. À l'automne 1859, le célèbre banquier français Salomon Rothschild, fils de James Rothschild, fit un séjour aux États-Unis officiellement touristique. Il était en réalité le coordinateur de l'ensemble des plans économiques stratégiques qui avaient été mis au point. Il se rendit partout dans le sud, dans le nord, entrant en contact avec les gouverneurs locaux et ses collègues financiers, multipliant les allers-retours pour consulter et rapporter des informations à son frère Nathan, basé à Londres. Quand Salomon s'adressait à la population locale, il déclarait toujours publiquement que la finance soutenait le Sud et qu'elle l'aiderait à obtenir la reconnaissance des grands pays européens. Le principal agent des banquiers nordistes était Auguste Belmont, surnommé le roi de la 5e avenue. Enfant précoce, en 1829, âgé de seulement 15 ans, il débuta une carrière de banquier au service de la branche de Francfort des Rothschild, dont il devint par la suite le représentant et même parent par alliance. Parlant couramment l'allemand, l'anglais, le français et l'italien, il fut envoyé en 1832 à l'antenne de Naples pour se forger l'expérience nécessaire dans les affaires financières internationales. En 1837, on l'envoyait à New York, où il devint rapidement une figure importante de la communauté financière. Il fut même nommé conseiller financier par le président Lincoln, représentant les banques Rothschild d'Angleterre et de Francfort, et déclarant qu'il acceptait de soutenir le Nord. Afin d'augmenter la pression militaire sur les nordistes, l'Angleterre envoya des troupes au Canada en 1861. 8000 soldats, prêts à coordonner leurs attaques avec le Sud et à menacer le gouvernement de Lincoln par le Nord. En 1862, les forces alliées de l'Angleterre, de la France et de l'Espagne débarquèrent dans un port mexicain et se positionnèrent à la frontière du sud des États-Unis pour, en cas de besoin, entrer sur le territoire et prendre le nord en tenaille. Au début de la guerre, les offensives sudistes furent victorieuses. L'Angleterre, la France et les autres pays européens se révélèrent des ennemis harassants qui plongèrent Lincoln dans de grandes difficultés. L'effort de guerre était en effet très coûteux. Or, les caisses du trésor public étaient vides à cause d'un déficit creusé continuellement depuis 1812. En effet, avant l'administration Lincoln, le déficit du gouvernement américain était vendu aux banques sous forme d'obligations qui étaient elles-mêmes revendues aux banques Rothschild et Barings et étaient frappées d'intérêts élevés qui empêchaient le gouvernement d'aller de l'avant. Toujours intéressés à creuser encore plus la dette publique, les banquiers coalisés proposèrent à Lincoln un plan de financement sous conditions avec des taux d'intérêt de 24 à 36%.
Stupéfait, Lincoln leur montra immédiatement la porte, trop conscient que le peuple américain ne serait jamais en mesure de rembourser une dette aussi astronomique. La nouvelle donne monétaire de Lincoln. Sans argent, il était impossible de faire la guerre, et emprunter aux banquiers revenait à se nouer la corde au cou. Lincoln chercha une solution. À ce moment, son vieil ami de Chicago, Edmund Taylor, lui proposa une idée. Le gouvernement n'avait qu'à émettre la monnaie lui-même. Demande au Congrès d'adopter la loi qui autorise le Trésor à émettre de la monnaie pour payer le salaire des soldats et pas gagner cette guerre. Lincoln demanda si les Américains allaient accepter la nouvelle monnaie, ce à quoi Taylor répondit. Sur ce point, ils n'ont pas le choix. Tant que tu as la capacité juridique, le gouvernement lui donnera sa pleine approbation. Elle sera aussi bien que n'importe quelle autre monnaie, puisque la Constitution accorde le droit au Congrès d'émettre et de fixer son prix. Ravi, Lincoln valida cette proposition et en laissa la planification à Taylor. Cette solution novatrice était en rupture avec la tradition d'emprunt et de paiement d'intérêts aux banques. La nouvelle monnaie fut imprimée sur fond vert pour la distinguer des autres billets. Elle fut baptisée Greenback. Cette monnaie n'était pas adossée à l'or ou à l'argent, mais sur la crédibilité du gouvernement. Pendant la guerre de sécession, grâce à l'émission de cette monnaie, le gouvernement surmonta la grave pénurie de devises des premiers jours du conflit et mobilisa de façon efficace les ressources nordistes, posant des bases économiques solides pour obtenir la victoire contre le Sud. Au même moment, parce que cette monnaie à faible coût était légalement devenue la monnaie de réserve du Nord, les crédits accordés par les banques nordistes se développèrent de façon significative, avec pour conséquence que l'industrie militaire, la construction ferroviaire, la production agricole et les échanges commerciaux obtinrent un soutien financier sans précédent. Depuis la découverte de mines d'or en 1848, les finances américaines s'affranchirent progressivement du pénible contrôle des banquiers européens. La nouvelle monnaie de Lincoln fut d'autant plus largement acceptée par les citoyens qu'elle restaurait la confiance et garantissait des bases financières solides pour obtenir des victoires contre le Sud. À la surprise générale, cela ne provoqua aucune inflation grave comme ce fut le cas lors de la guerre d'indépendance. Du début de la guerre en 1861 à sa fin en 1865, l'indice des prix au nord augmenta modérément de 100 à 216. Compte tenu de l'ampleur et de la gravité des dommages et en comparaison avec les guerres de la même ampleur à d'autres endroits dans le monde, on peut presque parler d'un miracle financier. En revanche, le Sud, qui avait utilisé des billets en circulation, connut un sort différent et l'indice des prix grimpa de 100 à 2776 dans le même laps de temps. Durant toute la période de la guerre, Lincoln émit 450 millions de dollars de cette nouvelle monnaie. Le mécanisme fut si bien exécuté qu'il songea très sérieusement à sa légalisation pour pérenniser l'utilisation de cette monnaie sans dette. Cela blessa profondément les intérêts fondamentaux de l'oligarchie financière internationale. Si les gouvernements n'empruntaient plus d'argent aux banques et émettaient sans vergogne leur propre monnaie, le monopole des banquiers sur l'émission de la monnaie cesserait d'exister et les banques n'auraient alors plus rien à se mettre sous la dent. En apprenant le projet de Lincoln, le London Times, l'organe des banquiers anglais, aurait immédiatement publié le communiqué suivant. Si cette politique financière malicieuse qui trouve ses origines en Amérique du Nord devait se durcir et devenir une disposition fixe, alors ce gouvernement pourvoirait à sa propre monnaie sans aucun coût. Il remboursera ses dettes et ne s'endettera plus. Il deviendra prospère et ce sera sans précédent dans l'histoire du monde. Les cerveaux et la richesse de tous les pays iront en Amérique du Nord. Ce pays doit être détruit ou il détruira toutes les monarchies de la planète. Le gouvernement britannique était furieux et décida de se venger. Le 28 décembre 1861, les banques new-yorkaises associées annoncèrent qu'elles suspendaient le paiement en monnaie métallique du prêt de 150 millions de dollars accordé au gouvernement. Certaines banques empêchèrent les épargnants de retirer leur or et déclarèrent également qu'elles annulaient leur engagement à acheter les obligations d'État avec de l'or. Puis, les banquiers accoururent à Washington pour demander au président d'apporter des modifications, retourner aux pratiques du passé, vendre aux banquiers européens les obligations à taux d'intérêt élevés, conserver l'or des États dans des banques privées afin de constituer des réserves nécessaires à l'émission des crédits et imposer des taxes aux industriels et aux citoyens pour soutenir l'effort de guerre. Évidemment, Lincoln refusa de se soumettre aux folles exigences des banquiers. Sa politique augmenta encore en popularité. Le peuple acheta toutes les obligations avec enthousiasme et, conformément à la loi, les utilisa comme argent comptant. Les banquiers constatèrent l'échec de leur plan et décidèrent d'en fomenter d'autres. Ils trouvèrent que la loi sur l'émission de la monnaie de Lincoln par le Congrès ne mentionnait pas que les paiements des intérêts de la dette devaient se faire avec de l'or. Ils négocièrent un compromis avec les membres du Congrès autorisant l'achat des obligations publiques avec la devise Lincoln, mais incluant le paiement des intérêts en or.
C'était la première étape du plan d'ensemble, établir un lien entre la monnaie de Lincoln et l'or et permettre aux banquiers européens qui utilisaient à l'époque le système de la livre sterling comme devise de réserve mondiale de détenir plus de monnaie or américaine. Le compromis passé entre les banquiers américains et le Congrès aboutit plus tard au contrôle de la totalité de l'or américain échangé par les forces financières internationales qui manipulaient indirectement la valeur de la devise américaine. Les alliés russes de Lincoln. En 1861, lorsque les monarques européens commencèrent à préparer leurs troupes en vue de diviser les États-Unis dans la guerre de sécession, période qui fut l'une des plus périlleuses de leur histoire, Lincoln pensa immédiatement à s'allier avec l'ennemi de ces monarchies, la Russie. Le président américain dépêcha un envoyé spécial auprès du tsar Alexandre II pour solliciter son aide. Lorsque ce dernier reçut la lettre d'Abraham Lincoln, il ne l'ouvrit pas tout de suite, mais la soupesa entre ses mains et prononça « Avant que j'ouvre cette lettre pour en connaître le contenu, je préviens d'avance que j'accepterai n'importe laquelle de ces requêtes. » Il y avait plusieurs raisons à l'implication du tsar dans la guerre de sécession. Tout d'abord, les forces financières internationales qui avaient conquis l'Europe cherchaient à étendre leur emprise toujours plus loin et se bousculaient désormais aux portes du Kremlin. Forts de leur expérience occidentale, les banquiers exigeaient la création d'une banque centrale privée en Russie. Le tsar, extrêmement méfiant, n'avait de cesse que de rejeter leurs demandes. Lorsqu'il vit qu'il n'était pas le seul dirigeant politique à s'opposer aux forces financières, et craignant que celles-ci ne finissent par s'en prendre violemment à lui aussi, il s'empressa de saisir la main tendue par Lincoln. Seconde raison. Le 3 mars 1861, avant même que n'éclate la guerre de sécession, Alexandre II déclarait dans son pays l'abolition du servage, anticipant les intentions nordistes américaines. Troisième raison. En 1856, les Russes avaient perdu la guerre de Crimée contre les Français et les Britanniques et ils souhaitaient prendre leur revanche. Le 24 septembre 1863, la flotte russe commandée par le général Levitsky entrait dans le port de New York. Et, le 12 octobre, de l'autre côté du continent, la flotte russe du Pacifique commandée par le général Popov arrivait à San Francisco. Évidemment, sans déclaration de guerre. À ce propos, Gideon Welles, le ministre de la Marine de Lincoln, a écrit dans son journal. La flotte russe a quitté la Baltique et se trouve maintenant à New York où, du moins, un grand nombre de vaisseaux y sont arrivés. Ils ne resteront pas confinés dans la Baltique par un hiver nordique. Les envoyer à ce moment dans ce pays a son importance. Nous connaîtrons en temps voulu l'effet que cela fera sur les Français. Leur réaction pourrait être modérée, elle pourrait être exaspérée. Que Dieu bénisse les Russes. À la fin de la guerre, le gouvernement américain rencontra de grosses difficultés pour régler les coûts engendrés par la flotte russe qui s'élevait à un total de 7,2 millions de dollars. Comme la Constitution des États-Unis n'autorisait pas le gouvernement à payer les frais de guerre d'autres pays, le président Andrew Jackson, le successeur de Lincoln après son assassinat, et la Russie passèrent un accord. Le gouvernement américain achèterait l'Alaska à la Russie pour couvrir ses efforts de guerre. On nomma cette affaire la folie de William Henry Seward, le secrétaire d'État. Il paraissait insensé de dépenser 7,2 millions de dollars pour acheter une étendue désertique sans valeur. Les tensions s'accumulant dans tous les camps, il y eut une tentative d'assassinat contre le tsar Alexandre II en 1867. Il en réchappa cette année-là, mais mourut finalement entre les mains de ses assassins à leur deuxième tentative le 1er mars 1881. Qui est le véritable assassin de Lincoln? Déclaration d'Otto von Bismarck, chancelier d'Allemagne. Lincoln a obtenu l'autorisation du Congrès d'emprunter directement au peuple en lui vendant des obligations d'État, et le gouvernement et la nation ont échappé au complot des financiers étrangers. Ils comprirent immédiatement que les États-Unis échapperaient à leur emprise. La mort de Lincoln fut décidée. Après l'abolition de l'esclavage et l'unification avec le Sud, Lincoln annonça immédiatement l'annulation de la dette sudiste. Les banquiers internationaux qui avaient apporté un très gros soutien au Sud durant la guerre enregistrèrent d'immenses pertes. En guise de représailles et afin de renverser la politique monétaire de Lincoln, ils rassemblèrent tous ceux qui n'étaient pas satisfaits de lui et planifièrent son assassinat. Concernant le mode opératoire, le recrutement d'un fanatique isolé ne fut guère difficile. Après l'assassinat de Lincoln, le Congrès repassa sous le contrôle des forces financières internationales, annonça l'abolition de la politique monétaire du défunt président et le gel total de l'émission de sa monnaie, limitant la masse monétaire à 400 millions de dollars. En 1872, il fut demandé au Trésor américain combien d'économies les 450 millions de dollars de la nouvelle monnaie de Lincoln avaient permis de réaliser. Après un calcul qui prit quelques semaines, le Trésor répondit
Parce que Lincoln avait émis de la monnaie de son propre gouvernement, nous avons réalisé une économie de 4 milliards de dollars. D'un point de vue stratégique, la guerre de sécession fut une guerre d'intérêt entre la souveraineté d'un État, c'est-à-dire la politique monétaire et le pouvoir d'émission de la monnaie, et les forces financières internationales concurrentes. En fait, cette guerre civile entre le Nord et le Sud ne fut que la partie visible d'une autre guerre à mort qui s'est étendue avant et après sur une période de 100 ans pendant laquelle 7 présidents et de nombreux membres du Congrès furent assassinés. Jusqu'à ce que les banquiers remportent une victoire décisive en 1913, date de la création de la Réserve fédérale des États-Unis. Ainsi que le formula Bismarck, la mort de Lincoln a été un désastre pour la chrétienté. Il n'y avait aucun homme assez grand aux États-Unis pour enfiler son costume et les banquiers ont à nouveau mis la main sur les richesses. Je crains que les banquiers étrangers, avec leurs ruses et leurs coups tordus, ne contrôlent entièrement les immenses richesses de l'Amérique et les utilisent pour corrompre la civilisation. La loi bancaire nationale de 1863, un compromis fatal. Déclaration de Salomon Chase, secrétaire au Trésor. Ma contribution au passage de la loi bancaire nationale fut la plus grande erreur financière de ma vie. Cette loi a établi un monopole qui affecte tous les intérêts du pays. Cette loi doit être révoquée, mais avant que cela puisse être accompli, le peuple devra se ranger d'un côté et les banques de l'autre dans une lutte d'une ampleur que nous n'avons jamais vue dans ce pays. Après que la guerre de sécession eut éclaté, Lincoln refusa l'étau financier que constituait l'argent des Rothschild, prêté à un taux d'intérêt s'étageant entre 24 et 36%. Il autorisa le Trésor à émettre ses propres billets des États-Unis, également connus sous le nom de greenback ou billets verts. En février 1862, la loi sur la monnaie légale autorisa le Trésor à émettre des greenbacks à hauteur de 150 millions de dollars, puis de nouveau en juillet 1862 et en mars 1863. Au total, ce sont 450 millions de dollars qui furent émis. Les billets verts de Lincoln avaient transpercé le nid de frelon de l'industrie bancaire. Les banquiers étaient détestés et la devise imprimée par Lincoln, qui a continué à circuler jusqu'en 1994, fut accueillie favorablement par les gens ordinaires et l'industrie. En 1863, à un moment critique de la guerre, Lincoln eut besoin d'une somme d'argent plus importante. Afin d'obtenir la troisième autorisation d'émission, il ne put faire autrement que de s'incliner devant les banquiers au Congrès et accepta un important compromis en signant la loi bancaire nationale. Cette loi autorisait le gouvernement à approuver l'émission de billets par les banques nationales, lesquelles en fait allaient émettre la monnaie du pays. Les emprunts du gouvernement devaient servir aux banques qui émettaient la monnaie à se constituer une réserve. La dette publique et l'émission de la monnaie nord-américaine se retrouvèrent dans une impasse et le gouvernement, une fois encore, dans l'impossibilité de rembourser. Le célèbre économiste John Kenneth Galbraith fit la remarque suivante. Pendant les nombreuses années qui ont suivi la guerre civile, le gouvernement fédéral a connu un très gros excédent. Il ne pouvait rembourser sa dette, retirer ses titres parce que le faire aurait signifié qu'il n'y avait aucune obligation pour garantir les billets de banque nationale. Rembourser la dette équivalait à détruire la masse monétaire. Après de longues années de lutte sans relâche, la conspiration des banquiers internationaux qui avaient voulu copier la Banque d'Angleterre aux États-Unis avait finalement réussi. Depuis, les intérêts de la dette se mirent à croître en permanence, tel un nœud coulant qui se resserre autour du cou des Américains. En 2006, le gouvernement fédéral se retrouva avec une dette astronomique de 8600 milliards de dollars. Cela représentait pour chaque foyer de 4 personnes en moyenne la somme de 112 000 dollars de dette. Et cette dette publique augmentait de 20 000 dollars par seconde. Les dépenses liées aux intérêts passent avant la santé et le budget de la défense nationale. À partir de 1864, les banquiers ont profité de génération en génération des intérêts de la dette publique. Il pouvait paraître insignifiant à première vue que ce soit le gouvernement ou les banques qui émettent la monnaie. Mais c'est la charge de la dette qui est à l'origine de l'une des plus grandes injustices du monde et de l'histoire. Le peuple doit payer des impôts indirects aux banquiers alors que c'est lui qui crée la richesse et l'argent à la sueur de son front. Jusqu'à présent, la Chine est l'un des seuls pays à émettre directement sa monnaie. Que le gouvernement et le peuple soient capables d'économiser tant de charges d'intérêt est un facteur important. Si quelqu'un d'éclairé décrétait soudainement sous prétexte d'apprendre et de s'inspirer du modèle économique occidental et principalement américain que la Banque populaire chinoise devrait subitement utiliser la dette publique comme garantie pour émettre la monnaie, alors les Chinois auraient toutes les raisons de s'inquiéter. Lincoln n'a pas été inattentif à cette menace permanente, mais il a dû faire face à une crise immédiate. Il avait néanmoins l'intention d'abroger le projet de loi après sa réélection en 1865.
Mais seulement 41 jours plus tard, il fut assassiné. Les banquiers gagnèrent en force au Congrès et se débarrassèrent de la devise de Lincoln. Le 12 avril 1866, le Contraction Act, voté au Congrès, commença à rappeler les billets verts en circulation afin de les convertir en or et restaurer le système d'étalons or des banquiers internationaux dominants. Juste après les guerres et les calamités qui avaient détruit le pays, on mit en place des politiques ridicules de resserrement monétaire. La monnaie en circulation passa de 1,8 milliard en 1866, soit 50,46 $ par habitant, à 1,3 milliard en 1867, soit 44 $ par habitant, puis à 600 millions en 1876, 14,6 $ par habitant, et tomba finalement à 400 millions en 1886, soit 6,67 $ par habitant. Pour panser les traumatismes de la guerre, l'économie eut un besoin urgent d'être restaurée et développée. D'autre part, la population augmentait, ce qui provoqua une grave pénurie de monnaie. La plupart des gens pensent que la prospérité et le déclin sont des règles du développement économique, mais c'est en fait la manipulation de la masse monétaire par les banquiers, masse qu'ils resserrent et desserrent, qui se trouve à la racine du problème. Pendant l'hiver 1872, les banquiers internationaux dépêchèrent aux États-Unis Ernest Seyd, qui quitta l'Angleterre avec une grosse somme d'argent pour alimenter la corruption. Cette manœuvre conduisit finalement à l'adoption du Coinage Act, connu sous le sobriquet de crime de 1873. Ernest Seyd rédigea lui-même le texte du projet de loi qui mettait à la porte de la monnaie en argent et l'or devint la seule monnaie maîtresse à bord. Cette loi allait assurément aggraver la situation déjà mal en point à cause de la pénurie. Par la suite, Seyd, complaisant, dit: Je me suis rendu aux États-Unis pendant l'hiver 1872 afin de m'assurer de l'application de la loi qui supprime la monnaie convertible en argent. Je représente les intérêts des directeurs de la Banque d'Angleterre. En 1873, l'or est devenu l'unique monnaie métallique. En réalité, abolir l'utilisation de la monnaie argent servait à assurer aux banquiers le contrôle absolu de la masse monétaire mondiale. En effet, suite à la découverte de nombreuses mines d'argent, la masse de ce métal en circulation devenait difficile à contrôler, contrairement à la production d'or qui, dans le même temps, se raréfiait. En évinçant l'exploitation mondiale de l'argent, les banquiers conservaient l'hégémonie que leur conférait l'or. À partir de 1871, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Autriche et dans tous les pays scandinaves, le métal argent fut supprimé en faveur de la monnaie or, conduisant à la réduction drastique de la masse monétaire en circulation dans ces pays et provoquant la longue dépression, l'une des périodes de récession économique les plus graves en Europe et qui dura plus de 20 ans, de 1873 à 1896. Aux États-Unis, les projets de loi sur l'austérité et la frappe des monnaies déclenchèrent directement les récessions économiques des années 1873 et 1879. En 3 ans, le taux de chômage atteignit 30% et les Américains réclamèrent le retour à l'ère des billets verts et de Lincoln et de l'argent métal. Le peuple prit l'initiative de mettre en place la Commission de l'argent des États-Unis et le Greenback Party afin de promouvoir le retour du système argent et or. Le peuple prit l'initiative de mettre en place la Commission de l'argent des États-Unis et le Greenback Party afin de promouvoir le retour au système argent et or. De nouveau, la monnaie Lincoln était plébiscitée. Un rapport de la Commission de l'argent disait: L'âge des ténèbres résulte de la pénurie de monnaie et de la baisse des prix. Sans argent, il n'y a point de civilisation. Si la masse monétaire décroît, la civilisation ne peut que disparaître. Sous Rome, à l'ère chrétienne, la masse monétaire métallique en circulation de l'Empire était équivalente à 1,8 milliard, et, à la fin du XVe siècle, il ne restait en Europe que l'équivalent de 200 millions de dollars. L'histoire montre qu'aucun changement catastrophique ne peut être comparé à l'Empire romain lorsqu'il est tombé dans l'âge des ténèbres. Des propos qui contrastent de manière frappante avec ceux de l'Association des banquiers américains, qui déclare dans une lettre distribuée à tous ses membres: Il est recommandé de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour soutenir les quotidiens et les hebdomadaires de premier plan, en particulier la presse agricole et religieuse qui s'opposeront à l'émission des billets verts. Et vous suspendrez également tout soutien financier à tous les demandeurs qui ne seront pas prêts à s'opposer à l'émission monétaire par le gouvernement. Abroger la loi permettant de créer les billets de banque ou remettre en circulation l'émission monétaire du gouvernement reviendra à fournir au peuple l'argent et affectera par conséquent sérieusement nos profits en tant que banquiers et prêteurs. Voyez votre parlementaire immédiatement et engagez-le à soutenir nos intérêts afin que nous puissions contrôler la législation.
En 1881, James Garfield, le 20e président des États-Unis, arrive au pouvoir en pleine crise économique. Il comprend clairement le cœur du problème. Dans n'importe quel pays, celui qui contrôle la masse monétaire est le maître absolu de l'industrie et du commerce. Si vous comprenez que ce système est ainsi très facilement contrôlé par une poignée de personnes, alors vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous explique les causes de l'inflation et du resserrement monétaire. Quelques semaines seulement après avoir prononcé ces mots, le 2 juillet 1881, le président Garfield était victime d'un assassinat perpétré par Charles Guiteau, un autre malade mental. Il succombe à 2 coups de feu le 19 septembre. Tout au long du XIXe siècle, les banquiers internationaux ont remplacé le pouvoir royal par le pouvoir de leur sein avec succès. Aux États-Unis, le pouvoir de leur sein a également progressivement désintégré les droits civiques sacrés. Dans leur lutte acharnée qui durera plus de 100 ans contre le gouvernement démocratique américain, les banquiers internationaux, malgré les nombreuses résistances, ont fini par l'emporter. Lorsque les banquiers ont brandi fièrement la loi bancaire nationale en 1863, il n'était alors plus que quelques encablures d'atteindre leur objectif ultime. Établir aux États-Unis une banque en tout point semblable à la Banque d'Angleterre. Une banque centrale privée qui pourrait contrôler complètement la création monétaire.